Bonsoir et bienvenue à Face à l'actu de ce dimanche. L'actualité est dominée par la disparition, vous le savez, de Anissé Georges Ekane, président du Manidem, figure politique atypique, homme de conviction et acteur rigoureux du débat public au Cameroun. Sa mort intervient à un moment où la scène politique reste traversée par des interrogations profondes sur l'avenir du pays, la cohésion nationale, la crédibilité des institutions et les fractures héritées des crises partisanes. Pour analyser l'héritage politique de Georges Anissé Ekane et décrypter les enjeux du moment, nous recevons ce dimanche soir le professeur Jean Baïbek. Vous le savez, il est universitaire, penseur engagé, homme politique et ancien candidat déclaré pour l'une des branches de l'Union des populations du Cameroun à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Avec lui, nous reviendrons sur la trajectoire de l'homme disparu, l'état des forces politiques progressistes, la situation interne de l'UPC, la crise post-électorale et les perspectives du Cameroun. Professeur Jean Baïbek, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dupita. Merci infiniment d'être de notre ce soir. Vous venez de Yaoundé, vous avez fait un agréable voyage. Ouais, j'aurais tort de me plaindre. C'était plutôt bien, on est parti à 4 heures et puis on a fait le temps qu'il faut. On est arrivé à entre 8 heures, un peu avant 10 heures. Et puis voilà. On va y aller tout de go. Les téléspectateurs savent que l'émission, c'est également quelques sujets phares de l'actualité. Pour évidemment les commenter, on reviendra grandement sur l'annonce en reportage de ce décès triste, le 1er décembre 2025. Nous parlerons également des élections régionales qui ont eu lieu le 30 novembre, la sortie du professeur Maurice Kamto, entre autres sujets dont on parlera ce soir. Professeur, dans quelles circonstances avez-vous appris la nouvelle tragique, la nouvelle dramatique de la disparition d'Anissé Ekane? Bon, avant de prendre la parole, je crois que je dois d'abord respecter la courtoisie et la tradition de présenter toutes mes condoléances les plus sincères à sa famille biologique depuis Momono, sociale à Bonakwangwang, et puis sa famille politique, le Manidem, et sa grande famille politique, l'UPC, on va dire la galaxie UPC. D'accord. Quand j'ai dit ça, je réponds à votre question en disant que très tôt lundi matin, je vais me lever entre 5h et 6h parce que je suis au bois de tradition, tout le monde se réveille entre 5h et 5h30. Parfois, c'est la fille de 6e qui me réveille, ma mère, ou celle du 5e, mon autre mère. Les deux s'appellent Anna. Une s'appelle Anna, une s'appelle Flavie, c'est mes deux mamans. Parfois, c'est les premières. Et bon, quand je me réveille, je fais pipi, je bois mon verre d'eau. Je fais parfois quelques exercices de sport dans ma chambre. Et puis, je vais au pot. C'est assis au pot que je regarde. Je regarde l'actualité. Et je vois un poste comme ça. Et puis, vraiment, évidemment, ça m'effondre. Ça m'effondre parce qu'Anissé, j'avais une relation personnelle avec lui, informelle, d'alliance. Un Ekane est entré un jour chez nous. D'accord. Et il a laissé un fruit. D'accord. Bon. Et un fruit d'ailleurs qui prospère. J'aime bien Chez vous de façon filiale directe, votre fille, ma soeur chérie. D'accord. Ma soeur chérie. Et puis l'enfant se comporte bien. C'est un bon enfant. On pense qu'elle est en train de réussir si elle n'a pas déjà réussi sa vie. D'accord. Donc, ils ont laissé une bonne graine chez moi, les Ekane, et on a gardé une très bonne relation. Je crois qu'on s'est vu avec mon beau informel la dernière fois qu'on enterrait maman à Cannes, et au deuil au quartier il y a 1 ou 2 ans. Donc, j'avais cette relation personnelle. Et puis, j'avais même la relation politique. De temps en temps, on se rencontrait avec Anissé pour parler de la politique, de la manière de faire, du stade de la lutte, de comment il faut lutter
Et parfois, on rigolait. On se moquait de temps en temps de certains lutteurs, de certains camarades de la lutte politique que nous trouvions rigolos. Voilà. Mais le souvenir d'Annie, c'est un grand souvenir. C'est un choc. Pourquoi? Parce que c'est l'un des derniers reliques de ce que nous avons appelé à l'époque le comité révolutionnaire. Il faut rappeler ce que c'est que le comité révolutionnaire. Lorsque l'UPC subit ses 2 premiers grands coups, ou 3, c'est-à-dire la perte de Nyobe Pandjok, le général, qui avait créé contre la volonté de le CNU, le commissaire révolutionnaire, qui avait ouvert les hostilités le 18 décembre avec la coupure des ponts, la coupure des routes. Et les 2 premiers faits d'armes, c'est les Bassa qui ont payé 2 Bassa Mpuma et des Langlais. C'est le CNU qui les avait exécutés. On peut dire aujourd'hui, des décennies après, parce que l'affaire est déclassée. C'était dans la brousse de Bourmakak. Voilà. Et quand on a perdu cette guerre-là, parce qu'on la perd en 2 coups, le coup de 58 quand on meurt, et puis le coup de 60 quand Moumie meurt. La rébellion est complètement désorganisée, la résistance. Complètement désorganisée, complètement découragée. Et les reliques sont réfugiées à Accra, autour de Abel Kenyé, Abel Kingé. Et c'est là que l'idée du comité révolutionnaire naît. Le comité révolutionnaire a pour but de réorganiser la lutte. Ils organisent la lutte sur plusieurs fronts. Wandé va ouvrir le front de 61, en juillet 61, dans le Mungo. Il y a 10 ans. Voilà. Voilà les leaders du comité révolutionnaire. Au sein d'Afana, va ouvrir le front de Ouesso à l'est, en mars 60, en 66, début 66. Et Wunli va ouvrir également à Djoum, un front là-bas. Voilà les fronts qui s'ouvrent. 3 fronts qui s'ouvrent. Les fronts de lutte physique. Pendant ce temps, les Abou, les Mongo-Beti allument le front intellectuel et luttent par la plume. La lutte politique n'est pas que la campagne politique. Il y a la lutte politique militaire, il y a la lutte politique sur le terrain, les élections et tout ça. Il y a la lutte politique par la plume. Et un nouveau front s'est ouvert, la lutte politique médiatique ou des réseaux sociaux. Et donc, ils ont ouvert ces 3 fronts. Et plus tard, quand les 3 fronts, on a perdu aussi. On a perdu également, on a perdu beaucoup de pertes. Osende a laissé sa tête, Wandji a été exécuté et Wouli a reculé. Wouli Massaga a reculé. Commandant Kissamba. Oui. Et donc, dans les années 70, véritablement, on est complètement perdu. Et Wouli a l'idée géniale de dire on va recruter les jeunes qui sont inspirés et on va lancer le manifeste pour l'instauration de la démocratie qui est une Bible. C'est là qu'est né le Manidem. C'est ça que ça veut dire. Et il charge Ndor. Il donne à Ndor la mission de rédiger cette méthodologie, cette nouvelle méthode de la lutte. Dans la méthode de la lutte, on veut même changer le nom du parti. On dit, on va faire le manifeste pour l'instauration de la démocratie, en abrégé Manidem. Ce sigle vient pour la première fois de ce projet-là. Et avec l'assassinat public de Wandji en 71, en janvier 72, les inspirations... en 71. Ouais, ça inspire les Anissé Ekane, ça inspire... Et d'ailleurs, dans tous les témoignages, il a vécu en direct. En direct. Ça inspire Anissé Ekane, ça inspire les Henriette Ekoué, ça inspire même les Nsame Mongo. Ça a inspiré toute une génération. Et Wandji le dit déjà, quand il allait en 60, dans une interview, qu'il faut que les gens sachent qu'on ne résout pas les problèmes politiques avec les assassinats. Absolument. Et que le sang
des martyrs politiques ne fait que entretenir. C'est comme si on a arrosé un champ. Les nouveaux plans vont naître, sur les nouveaux plans, mais à chaque fois que vous assassinez un, ça inspire plusieurs. Donc, la mort d'Anissé là va relancer la lutte. D'accord. Alors vous, comment définiriez-vous dans l'ambiance, la classe politique, j'ai failli dire contemporaine, dans ce paysage aujourd'hui, Anissé Ekane, lui qui était, et tout le monde le dit également, davantage un acteur d'idées, pas forcément un acteur de masse, mais on peut voir l'impact, la force et l'incidence que ces idées avaient. Vous, comment vous l'auriez défini aujourd'hui? Donc, il est parmi ceux qui ont traité les idées, entretenu et transmis les idées originales avec pédagogie du Manidem. À peu de choses, j'aurais été manidémiste, comme on les appelait. La seule chose que je leur reprochais, ils sont des endoctrineurs patentés. C'est plus mal? Non, c'est de bons. Ils savent enseigner l'idéologie, les manidémistes. La seule chose que je leur reprochais, et qui pour moi était très important, c'est de soutirer la primauté de la lutte rationnelle, organisée, scientifique de l'indépendance de l'Afrique à Oum. De la déporter plus loin et diluer l'œuvre. C'est la seule vraie chose. Première chose. L'autre chose plus secondaire, c'est l'enfermement. C'est-à-dire que pour la plupart des manidémistes, un vrai UPCiste est d'abord manidémiste. Ils ne croient pas aux UPCistes qui ne sont pas manidémistes. C'est un peu comme une secte. C'est tout. Mais ils ont le mérite d'avoir continué à enseigner, d'avoir tenu la route, d'avoir développé les habitudes et les techniques de la clandestinité. On était capable en 90-92, on était capable de dissimuler les gens qu'on cherchait, à l'époque, c'était pas Moulinex, c'était Fauchivé. À l'époque de Fauchivé, on était capable de dissimuler des recherchés ici, des wanted ici à Douala, à Bonakwang. Pendant 3 mois, on le cherche. La police de cherche ne trouve pas, alors qu'il est à Bonakwang. On était capable de faire ça. Ça technique de camouflage. Oui, de camouflage. Ça, c'était entre Anissé et d'autres. Moi, j'étais encore un bébé de la clandestinité. D'accord. Donc, Anissé a beaucoup enseigné, il a beaucoup apporté à notre pays. Il a apporté son état d'esprit. Ce qui le caractérisait, c'était le courage presque sans limite. Au prix de sa vie. Oui. C'était le courage presque sans limite. On fera longtemps sans avoir quelqu'un comme ça. D'accord. Et c'était pour nous. Et à un moment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en politique s'il n'y a pas des gens comme ça. La lutte progressiste, la lutte nationaliste, la lutte UPCiste prend vraiment du plomb dans l'aile. Il nous faudra fabriquer quelqu'un du calibre d'Anissé ou de changer de méthode de lutte. D'accord. Alors je vous suggère la première pause de l'émission pour aller du côté de la régie. Adonis Siamen va nous faire découvrir, ou du moins à nouveau, ce reportage qui consacre donc la mise à la morgue du corps de Anissé Ekane. C'était en présence de son épouse et quelques-uns de ses avocats à Yaoundé. 11 heures à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, l'épouse d'Anissé Ekane, larmoyante, est sous le choc, soutenue par ses proches et les avocats du collectif composé pour défendre l'homme politique. Ils y ont déposé sa dépouille, transportée par une ambulance du centre médical du secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie, où il est décédé aux premières heures de ce lundi. Nous avions été contactés le matin. Vérification faite, nous sommes rendus au centre médical où M. Anissé Ekane était interné depuis déjà 1 mois. Nous sommes entrés dans la salle avec les autres confrères. Nous avons remarqué M. Anissé Ekane couché, inerte. Je dois avouer que tout à l'heure, lorsque j'ai vu
le corps d'Anissé Ekané dans son lit de mort, inanimé. Et je me suis demandé si c'était la réalité. Interpellé le 24 octobre dernier à Douala et mis en garde à vue judiciaire au 7 à Yaoundé, ses avocats ont sans cesse dénoncé les conditions de sa détention. Figurez-vous, depuis la semaine passée, nous avons eu l'occasion de le rencontrer, couché toujours sur le même lit que ce jour. Mais cette fois-là, il était en train de parler à peine. M. Anissé Ekané nous a fait au moins entendre une voix, cette fois-là, quand il disait qu'il voulait rencontrer son pnéumologue. Les circonstances exactes de son décès restent inconnues. Ses avocats et sa famille veulent y voir clair. M. Anissé Ekané était un combattant déterminé à défendre ses droits, même celui de son hôpital. Partir d'une campagne électorale à la morgue où je suis maintenant, pour moi, c'est un vrai déchirement. Le médecin légiste, ils font le travail. Il est mort. Maintenant, il faut savoir pourquoi il est mort, quelles sont les causes de la mort. Ça ne relève pas notre compétence. Le mécanisme est mis sur pied et nous sommes juste là pour que, même après sa mort, ses droits soient respectés. À 74 ans, Anissé Ekané est une figure politique emblématique ayant combattu pour l'indépendance du Cameroun. Professeur Jean Baïbek, pour vous, son discours radical sur certaines questions du débat politique, de l'engagement, des idées, était-il un frein dans cette atmosphère démocratique par rapport souvent à la main ferme du pouvoir ou simplement un élément de clarté, un élément de percussion dans le champ politique? Anissé savait doser. Il y a le moment où il dosait et il frappait fort par son verbe au point où on avait au point où le pouvoir prenait peur. Et il y a le moment où il était encore avec eux. Et au point où nous, dans les rangs nationalistes, beaucoup d'entre nous trouvaient qu'il exagérait et le soupçonnaient même de ce que vous m'avez créé un verbe pour ça, se faire absorber. On avait peur qu'il se soit fait absorber. Et donc il savait doser les deux. C'est peut-être une des choses qui qui faisait sa particularité. Ils ne peuvent pas. Ils composaient avec eux. Par exemple, quand il décide de Moulinet nomme Bapo, c'est sur la même lettre qu'il le nomme président de Mandem et écarte Yebga. Bon, mais entre eux, c'est un autre débat. On ne va pas soulever ça ici. C'est un débat à la limite un peu interne. En période difficile comme ça, on est obligé de se mettre en rang groupé pour défendre la cause nationale de ce que de cette mort qui a pris plusieurs qualificatifs, parfois très durs. Il y a des gens qui ont dit c'est un assassinat d'État, c'est un crime d'État. Le moins que l'on puisse dire, et j'ai essayé de défendre hier dans une discussion avec les UPC, est-ce qu'on peut considérer que c'est un homicide, un homicide en bande organisée? C'est oui, votre ligne. C'est ça que moi je voulais défendre. Il y en a ceux qui m'ont fait une petite concession disent mais ajoute volontaire. Que c'est volontaire. Et maintenant, en bande organisée, tu peux défendre ça comme ça. Bon. Il y en a qui me disent non. Il y en a qui me disent va lire. On s'est dit prenons une position. Quand j'ai lu, j'ai trouvé un autre truc. Ça peut être qualifié de crime contre l'humanité. Et c'est quoi? J'ai lu la définition de Nuremberg et du traité, je crois que c'est le traité de Rome, qui crée la CPI, que le Cameroun a ratifié. Ça peut pourquoi? Crime contre l'humanité veut dire qu'on poursuit quelqu'un ou un groupe de personnes pour leurs idées politiques au point à les humilier et à leur priver des droits fondamentaux. Absolument. Alors ça remplit, la CDC remplit tout ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on l'a, c'est lui seul, ou bien en bande organisée avec Abba Oyonenjo, comme Tchamini, pour leurs idées, parce qu'ils ont dit que Chiroma a gagné, les élections. Ou parce qu'ils ont appelé à la ville morte, qui n'est autre chose qu'une grève. Et le droit de grève est un droit fondamental. D'accord. À ce titre,
Ce qui est arrivé là peut être appelé comme un crime contre l'humanité. Du coup, ça nous amène à la CPI, la Cour pénale internationale. C'est vrai que le Cameroun a plutôt signé le statut de Rome en juillet 1998, mais n'a pas véritablement ratifié. En 2008, qu'est-ce qu'il a fait? Non, le statut a été ratifié. Le Cameroun a signé le statut le 17 juillet 1998, mais il ne l'a pas ratifié. Donc, en fait, il n'est pas membre de la CPI. Bon. C'est peut-être ça la nuance. D'accord, il n'est pas même la CPI. Non, pas du tout. On ne peut pas traduire un Camerounais là-bas. Bon, maintenant, je crois que dans les pratiques, si un pays membre ou un acteur membre de la CPI est victime d'un État non membre, je pense que là, il peut être effectivement... Puisqu'ils ont jugé l'affaire Bakassi. Exactement. Voilà. Donc, l'affaire de Bakassi, c'est la Cour internationale de justice. D'accord. Alors, à partir de là, quel était le rapport de Anissé et les autres mouvements upécistes? On sait qu'il y en a. Vous parliez par exemple de Bapolé pour tout à l'heure, mais on sait que dans cette famille-là, même si tout le monde regarde Oumyobé dans la pratique quotidienne, dans la manifestation de l'idéologie, ce n'est pas toujours le même schéma. Quel était le rapport d'Anissé avec donc, tout ce mouvement upéciste? De façon stratégique pour nous, on ne va pas répondre à cette question maintenant. Okay. On dit que le moment de débattre cette question arrivera. Ce que l'on doit faire, c'est l'union sacrée derrière un martyr de notre génération. D'accord. On va dire de la troisième génération des upécistes que nous sommes. Il est notre martyr. Il faut que les gens comprennent bien ça. C'est pourquoi je ne suis... Les juges appellent ça les sans qualité. Si j'avais qualité, c'est-à-dire que si j'étais militant du Manidem ou si j'étais de sa famille biologique, moi j'aurais déjà attaqué sur mon premier motif que je vous ai dit. C'est-à-dire que j'aurais déjà attaqué tous les gens qui se sont impliqués dans son arrestation et dans sa détention et dans son refus d'avoir accès à son extracteur d'oxygène pour homicide volontaire en bande organisée, avec la quasi-certitude de gagner le procès et à plate couture. Et je vais expliquer pourquoi. Hier, en discussion, on a dit, je leur ai dit, on ne peut pas, c'est au complémentaire 2 que nous apprenons pour la première fois ce qu'on appelle, en séance d'observation, que l'on appelle le système respiratoire. Et on apprend dans le cours, dans la leçon du système respiratoire, que l'être humain ne peut pas vivre sans oxygène. Absolument. Et donc, que le président de la République, ou le ministre, ou le commandant, te dit d'arrêter un type qui a un respirateur d'oxygène comme aide, c'est à toi de lui demander où est son respirateur. Mais ils ont fait pire. Ils lui ont privé de son respirateur. Et il a demandé pendant longtemps, on ne l'a pas ramené. À ce titre, ils ont provoqué sa mort. Puisque tu ne peux pas être policier ou gendarme au Cameroun si tu n'as pas le BPC, l'époque du CEP est passée même. Même si le communiqué du ministère de la Défense et du ministère de la Communication disent que le centre de la gendarmerie hospitalière où il était interné, incarcéré, a quand même un dispositif pour l'encadrer. Non, l'État, c'est faux. Ça, je dis que c'est faux. Maintenant, on peut comprendre qu'un ministre signe les choses que les techniciens lui préparent. Ce que lui ont préparé est faux. Ce centre-là n'a pas ce dispositif. Non, un type qui est le médecin qui est là ne sait pas utiliser un respirateur, un extracteur d'oxygène. Parce que les seuls médecins qui ont appris avec certitude, qui ont même vu un extracteur d'oxygène, c'est les réanimateurs. Et les spécialistes des poumons, les pneumologues. Vous avez entendu un avocat parler de ça. D'accord? Et à ce que je connais les médecins de ce dispensaire-là. Donc, parmi eux, il y a au moins un orthopédiste. C'est pourquoi je les connais de nom. Et je me souviens de leur figure.
Ils ne sont pas là-haut. Ils ne sont ni réanimateurs, ni pneumologues. Donc, ce deuxième faute, le système qui l'arrête, les cadres qui l'arrêtent, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils sont bacheliers au Cameroun, ils sont au moins licenciés, ils sont entrés à l'IMEA et ne savent pas la gravité, les conséquences, les risques que court un homme qui dépend de l'extracteur d'oxygène avec toutes les informations qu'il y a sur le Covid. Parce que sa maladie commence avec le Covid. D'accord? À ce titre, ils ont été en bande, peut-être pas tellement organisée, mais c'est une bande. Ils ont vu venir sa mort. Les avocats les ont interpellés. Ils ont réagi nonchalamment. Parce que la bonne décision, c'était quoi? Et moi, je les porterai plainte. Je vais vous dire pourquoi. Pas parce qu'ils pensent qu'il faut les arrêter tous. Je vais d'abord leur rappeler que la dernière fois, on a bien jugé les crimes d'un État, d'une bande organisée qui a tué des gens. C'est à Nuremberg après la Première Guerre. Et à Nuremberg, ça s'est passé comme les autres crimes. Procès de Nuremberg. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sortis là-bas avec condamnation à mort, avec pendaison. La semaine après, on les a pendus. Ils étaient 24 accusés, 12 condamnés comme ça. Les 12 autres, il y a eu des condamnés à vie, pas à mort. Il y a des condamnés à 20 ans, à 10 ans. Il y a même eu des relaxés. Et que le crime en bande organisée est comme ça. Chacun paye en fonction de ce qu'il a fait et de comment il s'est défendu. Pour le peuple, ce qui est important, c'est que la vérité ressort. Absolument. On revoit ce que chacun a fait et on tire les conséquences. C'est pourquoi je l'ai traduit. Et les médecins, ils devront montrer, mes élèves là, sur quand on va ouvrir ce procès. Parce que j'espère que ces avocats-là, sa famille, alors, les gens de Mourakwang et de Boumounou vont porter plainte. Les médecins devront venir dire que, montrer leur bulletin d'évacuation. J'ai écrit qu'il ne peut pas rester s'il n'y a pas l'extracteur d'oxygène. Parce qu'il méritait même mieux. Quand il commence à aller mal, l'extracteur ne suffit plus. Cette fois-là, il fait l'oxygène. Il y a plusieurs niveaux. Au dernier niveau, on intube. Comme quand on fait l'anesthésie. D'accord? Donc, d'abord l'extracteur. Après l'extracteur même on peut faire au masque, aux lunettes. Et puis après ça devient le respirateur vrai. Ce n'est plus l'extracteur. Et le respirateur vrai à Yaoundé, il y en a à la réanimation du CHU, sur le professeur Djemea, de la CNPS et de l'hôpital général sur le docteur Mba. Donc il fallait l'évacuer. D'accord? Entre nous, je vais leur dire que pourquoi tu n'as pas signé le bulletin d'évacuation? Toi, tu dois signer. Laisse le ministre refuser. Parce qu'au tribunal, chacun défend sa peau. la responsabilité individuelle. Voilà, dis que je veux évacuer ce monsieur parce que son état respiratoire s'aggrave. Si tu ne fais pas ça, tu es en train de faire quoi? Quand tu ne fais pas ça, on commence à te soupçonner d'être complice. Surtout si tu as un nom qui est proche, qui est celui d'un certain groupe ethnique. Parce qu'il y a une forte suspicion d'ethnofascisme, c'est-à-dire qu'un groupe ethnique veut exterminer un autre groupe. Comme on pensait là que les Sawa sont peu nombreux et faibles. On peut liquider un Sawa, il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas une ligne un peu étroite? Non, je dénonce ce qu'il y a, l'état d'esprit. Et j'apprends la prudence. Je dis que quand tu as un opposant comme ça, qui est UPCiste, qui est Sawa, qui va mal, sois prudent. Parce que toi, tu t'appelles Atangna. D'accord? Parce qu'il ne faut pas ignorer qu'on soupçonne, à cause de l'arrogance d'une certaine élite des Atangna, on soupçonne tout le monde qui est Atangna ou Ondoa de vouloir assassiner les minorités. On vous soupçonne. Parce que vous-même, de temps en temps, vous dites que Bia Carbonara
Jom Tegebo. Ça rentre dans le débat. On va être. Voilà. Ça rentre dans le débat général. On va rester sur la question qui nous concerne. Mais je veux dire que ce que vous avez dit, et je le rappelle pour les téléspectateurs qui le savent, vous êtes quand même un médecin chevronné, un professeur spécialisé en médecine. Je veux dire que ce que vous avez dit quand même sur cette question-là est assez pertinent en termes de descriptif pour l'accompagnement d'un malade de ce type-là. Alors, selon vous, pour revenir un peu au débat, est-ce que la disparition d'Anissé pourrait modifier donc le rapport entre les forces progressistes, ce qu'on appelle aujourd'hui les forces du changement, modifier dans le sens de davantage les mettre ensemble pour affronter celui qui est leur adversaire aujourd'hui, le pouvoir en place? Ou alors avez-vous le sentiment que ce sera une mort de plus, des hommages en plus, une compassion en plus, mais une fois que le corps sera mis sur terre, la vie continuera, chacun reprendra ses positions. L'objectif est peut-être de faire partie le pouvoir, mais ça n'aura peut-être pas eu l'impact de rassembler toutes ces forces-là. Je pense que tout est pour que on se regroupe, on soit plus solidaire, parce que sinon la lutte va souffrir énormément. C'est mon souhait, c'est mon espoir, c'est mon rêve. Il faut qu'on se pour sauver notre peuple, pour sauver le Cameroun. Et qu'on ouvre tous les fronts, en particulier qu'on réfléchisse pour réorganiser la lutte. Je pense que la réorganisation de la lutte se fera autour d'une organisation d'un certain nombre de personnes. En particulier, très vite, on doit s'organiser pour les procédures. On doit faire les procédures. Qu'est-ce que les procédures nous apportent? Les procédures apportent la manifestation de la vérité. Qu'on sache qu'est-ce qui fait le problème. Est-ce que le gendarme, qu'il soit collégion ou à part les gardes, il ne sait pas comment on doit se comporter pour un droit fondamental comme la santé? Ailleurs, c'est l'État qui doit donner l'extracteur d'oxygène. Mais ces battus-là, il a acheté son extracteur avec lequel il se promène. On l'arrête pas chez lui. On l'arrête en ville, mais l'extracteur est dans la voiture. Pourquoi vous ne faites pas accompagner par l'extracteur? Maintenant, est-ce que vous savez que cette affaire, si on dit ça, toute la communauté internationale va s'indigner, ou bien vous croyez à votre biocarbone à la Jom Tegbo? Pour le téléspectateur, qu'est-ce que ça signifie? Nous faisons souvent comme ça et rien ne se passe. OK? Et ça, vous faites comme ça pour... Bon, ça c'est la traduction littérale, mais je dis quelle est l'idée derrière? L'idée derrière, c'est que rien ne peut arriver aux gens malgré leur malversation. Parce qu'il y a une malversation administrative. Maintenant, pour moi, ça a plusieurs facteurs. Ça a le carriérisme. On pense qu'on veut... On en fait trop pour espérer avoir d'autres postes et d'autres grades. Il y a la corruption, souvent c'est l'argent. Il y a le népotisme au son inverse, c'est-à-dire la haine de ceux qui ne sont pas chez toi. Lorsqu'on combine tout ça, il y a des attitudes comme ça. L'incompétence, c'est que le type a oublié le cours. Que l'oxygène, quand on dit qu'il est extracteur d'oxygène, il a oublié que oxygène veut dire qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas ça. Et que quand tu le coupes de ça une journée, chaque journée tu le coupes, tu le tues à un petit feu. OK? Et finalement, il finit par mourir. Vous commencez à dire qu'il était au bon endroit, il n'était pas au bon endroit. Dans cette infirmerie-là, où il y a 2 médecins, je doute qu'ils savent même régler un respirateur. Ce n'est pas un problème technique. C'est une affaire de reconnaître. C'est un appareil, quand tu le vois, ça ressemble à une valisette à roulettes. C'est comme si un type allait à Paris et il traîne ça à l'aéroport. C'est à ça que ça ressemble. D'accord. On l'a dit, dès l'entame de l'émission, entre autres mots, messages d'hommage rendus en la mémoire d'Anissé Kané, il y a eu celui du professeur Maurice Kamto, qu'il a fait par message vidéo publié sur les différentes plateformes. Ces différentes plateformes personnelles, et évidemment relayées par un certain nombre d'autres supports médiatiques. On en a tiré quelques extraits. On va suivre le résumé.
Opposition leader Maurice Kamto has accused authorities of responsibility in the death of Georges Anicet Ekane, president of the Manidem party who died while being held at a military facility in Yaoundé. In a video published, Kamto said Anicet Ekane's death cannot be seen as anything other than a state crime, describing it as a shocking and politically charged incident. The political actor recounted planning a visit on December 1 at 9 a.m. to political detainees Anicet Ekane, Professor Abaoyono, and Joachim Chamini, but was met with the news of the former's demise. The deceased had endorsed Kamto's presidential candidacy earlier this year under the Manidem banner, a move that became symbolic after Cameroon's electoral body and the Constitutional Council rejected the 2018 candidate application to run in the 2025 October elections. He believes the deceased was assassinated due to hatred for Maurice Kamto, the Cameroon Renaissance Movement, Issa Chiroma, contempt for change, deeming it an authentic state crime given the circumstances. He further described the late Manidem leader as a defender of national sovereignty and political freedom, saying he had already endured imprisonment in the past for his political views. His death will fuel our people's fight for total emancipation, Kamto said, adding that the incident marks a new chapter in the country's history of political repression. The opposition leader warned that attempts to downplay or obscure the circumstances of Anicet Ekane's death will not erase official responsibility. He accused the government of creating an environment in which political detainees face increasing danger, asking who will be next. Kamto concluded by saying the struggle for political accountability in Cameroon would continue despite the loss. Light will shine on Cameroon inevitably. Voilà donc ce qu'on peut dire pardon, de cet hommage au professeur Maurice Kamto. Jean Baïbek, dans ces dernières initiatives politiques, on a donc vu ce mouvement stratégique du Manidem, donc Anicet Ekane, dans un premier temps, portant la candidature du professeur Kamto. Une fois que le 5 août, celle a été rejetée par le Conseil constitutionnel, on l'a vu avec un autre support politique, l'Union pour le changement, l'UPC, aux côtés de Joachim Chamini, allant cette fois-là porter la candidature de Issa Chiroma Bakari. Et finalement, dans le cadre de l'UPC, ils ont déclaré sa victoire, il faut le dire, au soir même du 12 octobre. Est-ce que c'est un peu ça également, Anicet Ekane, l'homme politique, stratégique, qui sentait lire la mouvance de l'opinion? Bon, ce que l'on peut dire, c'est qu'il avait l'art d'analyser ses perspectives et de se faire ses convictions. Il était convaincu que le Cameroun doit changer en 2025, que ce régime doit tomber. Et que pour que ce régime tombe, il faut qu'il joue un rôle déterminant. Il essayait tout qu'il fallait essayer. Et au point à faire réfraction à un principe éthique qui fait que... Mais lui-même avait dit ça. M'avait dit, j'ai tellement demandé à Dieu de me donner l'indépendance. Il avait posé la question au comité directeur. Que maintenant, si un diable me dit qu'il me donne l'indépendance là, je continue à attendre Dieu ou je prends mon indépendance sur le diable. C'est le bon diable. Non, pas le bon. Il n'y avait pas de qualification. Non, je veux dire pour revenir au contexte. Parce voilà, que c'était un peu le contexte a distingué le diable. On m'avait dit le diable tout court. Et que c'est Dieu qui traîne à lui donner l'indépendance. Mais vous, le comité directeur, si Tatan le lui propose, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il marche avec Satan ou est-ce qu'il attend Dieu? Est-ce qu'il a continué à attendre Dieu? Le comité directeur aussi n'a pas pu répondre. L'anecdote, comme c'est la tradition orale, l'anecdote nous dit que le comité directeur lui avait dit, comme c'est l'indépendance et le but final, non, on ne t'interdit pas de la prendre avec Satan et de traverser le fleuve de la liberté. Mais pendant la traversée, ne dors pas. Et sépare-toi de lui et paie-le. Dès que l'indépendance est là, ne continue pas à gouverner le pays avec lui.
Vous voyez à quel point le comité directeur, qui avait des hommes sages, c'est d'ailleurs ça que nous avons gardé aujourd'hui, c'est cette catégorie d'hommes-là qui compose la tendance, la fraction des fondamentalistes. D'accord. Même eux n'avaient pas répondu, ce n'est pas une question facile. Mais quand je parle avec lui, parce qu'on se parle au téléphone, c'est lui et Njokam sont ensemble. Quand je leur demande qu'est-ce qu'il fait que un des deux candidats, celui qu'ils ont soutenu, Issa Chirouma, avec le passé qu'il a, comment vous avez fait pour entrer même en matière avec? La réponse de Njokam Chamne, Njokam me dit Baïbek, c'est le seul qui a répondu au projet de l'Union pour le changement, qui était un résumé de ton truc que tu as présenté, de ton projet que c'est toi qui as fait la refondation, non? Tu es où? Donc d'abord c'est lui qui a répondu, il n'y a pas une autre réponse. C'est la première chose. Et puis, il me dit que, et Anissé pense que, ça c'est pas Anissé lui-même qui me dit, me dit que Anissé pense que on peut faire porter le projet par n'importe qui. Au fond, c'est nous qui allons faire. Viens, on fait le projet de la refondation. Voilà ce qui se passe. Et donc maintenant, le rôle d'Anissé, c'est que Anissé pensait que on peut faire porter par une marionnette. De toute façon, c'est nous qui serons derrière. Et obsédé par cette idée, son obsession l'a aveuglé sur tous les risques qu'on pensait. Il faut savoir que la lutte est comme ça. Mao nous a avertis de ça. Mais je crois qu'ils ont été tous distraits. Mao nous dit, dans la lutte, il faut déterminer les périodes dangereuses et les personnes à risque et les écarter de certaines positions, de certaines batailles. On n'a pas fait ça. L'un des UP6, pour dire l'anecdote, l'un des UP6 les plus célèbres aujourd'hui, en France, il a dépassé 80 ans, il est vivant, alors qu'il est à Ouesso lorsqu'au Séné doit entrer pour le deuxième front. Il avait au Séné là-bas. Au Séné dit que tu ne vas pas entrer en brousse. Parce que tes jambes là, tu ne peux pas courir. Il s'agira de courir là-bas. L'anecdote dit qu'il a répondu à Osende que mais toi aussi tu ne vois pas bien. Il dit mais mes lunettes sont là et j'ai une chaîne. Ça tient mes lunettes. Et puis j'ai une deuxième paire dans la poche. Toi tu as quoi pour tes pieds? Il est aujourd'hui encore vivant. Et Osende dit toi tu vas donc rester ici. Lui il est mathématicien, Osende est économiste. Tout le monde comprend de qui je parle. Au sein de tu vas rester ici, attendre les ressources qui nous viendront d'Asie. Il reste là, et quand on s'est entré, il n'est jamais revenu. D'accord? Et il est tombé dans une embuscade. Et en fait, OCD avait eu l'analyse que comme on parle à lui, ne part pas. D'accord? En réalité, on aurait pu. C'est ça qu'on va dire lorsqu'on va faire le briefing entre nous. On aurait dû arrêter un peu Anissé. Ah ouais. Que tu ne peux pas aller affronter ce Moulinex-là et choisir les gens qui vont faire ça. Et pas lui. Parce que le truc qui braque complètement le système, là, le système néocolonial perd les plombs, c'est lorsqu'ils appellent ouvertement aux villes mortes. C'est la dernière chose qui a fini par les braquer. Vous savez que la rumeur a couru que j'étais recherché parmi les personnes arrêtées à cette période-là. J'étais parmi. Donc je suis un peu au courant de ce qui a déclenché son arrestation. On aurait pu, dans cette conférence de presse en particulier, on aurait pu écarter Anissé et le préserver comme une ressource importante qui va faire d'autres combats, pas cela, pas celui-là, d'autres batailles même, pas cette bataille-là. En fait, on a fait faire une bataille de trop, on n'a pas pu arrêter. Ça, c'est pour dire aux générations suivantes, lorsque vous allez continuer les luttes, il y a des ressources qu'il faut préserver pour certaines batailles.
Parce que quand vous les perdez, elles sont difficiles à reconstituer ou à substituer. Voilà. Alors pour finir avec, il y aura une dernière question derrière, mais je vous suggère d'écouter Anissé Kané dans un extrait choisi que nous avons tiré de l'émission du 31 juillet 2025. Anissé Kané a été reçu sur cette antenne dans le cadre de Entretien avec. L'extrait choisi, il revient un peu sur son parcours. Suivez plutôt. C'est quoi le patriotisme? Dans notre hymne national, nous chantons « Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. » Alors, si le Cameroun, d'Ernest Ouandé, de Oumiobe, de Mounié, de Senda Fana, de Wungi Massaga, de Michel, de Mkoko Prezo, de Samuel Makit, est notre terre chérie, notre bonheur. Nos divisions, nos contradictions, nos diatribes, nos invectives sont largement en dessous de cette entité qu'on appelle le Cameroun. Je suis diplômé de l'école supérieure de l'école de l'UPC et du Manidem. Une école où j'ai fait mes premières armes politiques en clandestinité. Mon maître de stage, c'était Mkoko Prezo et Samuel Makiti. Voilà, ça c'est mon diplôme dont je suis le plus fier. C'est là qu'est arrivée ma conscience politique, déclenchée par ma présence à l'assassinat par fusillade le 15 janvier 1971 d'Ernest Ouandé devant une foule médusée, assistant à un macabre spectacle organisé par le pouvoir d'Aïdjo. Bon alors, il y a un engagement formel et un engagement spirituel. D'accord. Dès que je suis sorti du spectacle macabre de l'assassinat de Ouandé, en fait, j'étais déjà dans la lutte. Je suis allé continuer mes études en France et j'ai trouvé un cadre approprié, l'Union nationale d'histoire du Cameroun, avec un qui était très proche de l'UPC combattante, sous la direction de Wungi Massaga. Et très rapidement, j'ai matérialisé mes aspirations à la poursuite du combat de mes aînés. Pas un problème individuel. Okay. Vous savez, quand j'entrais à l'UPC en 1973, ben, je ne rêvais pas d'être député, conseiller municipal, président, etc. Quand j'entre en 1973, en clandestinité, nous préparions le retour de la lutte armée au Cameroun. Quand je rentre en 1983, et je m'étais préparé pour ça, dans des formations, je ne vous dirai pas partout, où j'ai été, pour relancer la lutte armée en 1983. Quand M. Biya dit que les UPCistes peuvent rentrer, et qu'il s'est débiné sous la pression d'Aïdjo, en disant le contraire, c'est le désordre du multipartisme administratif qui a temporisé cette option. Mais nous avons dès le départ envisagé que si il n'y a pas des avancées, si les lignes ne bougent pas, où il y a l'expression plurielle, une certaine liberté d'expression, on sera obligé d'engager un combat plus frontal. Voilà donc pour définitivement terminer, prof, avec Anissé Kané, le Manidem, le mouvement progressiste camerounais, l'opposition dans son ensemble, pourra-t-elle dans la bataille survivre à ses idées, ses stratégies? Alors, il vous a dit d'abord que quand il descend en 83, il descend pour prendre les armes. Absolument. Voilà. Mais il recule quand ils sont descendus. Il recule parce qu'il y a une lueur d'espoir. Et le président Biya a suscité l'espoir pour tout le monde. Pour tout le monde. Et avec lui, et avec le pilier européen du néocolonialisme anti-africain, Giscard était tombé la droite. Et on misait un peu
sur l'internationale socialiste à laquelle appartenait le Parti socialiste de Mitterrand. À partir de ce moment-là, vouloir changer le Cameroun ou l'Afrique par les armes, personne n'était plus chaud. Je ne suis pas sûr que cette option a changé. Le vrai problème pour nous aujourd'hui, c'est que ce qu'on risque de faire, c'est qu'on peut se dire que c'est clair, il faut continuer la lutte. Parce que le pays se porte mal, l'Afrique se porte mal, le Cameroun se porte mal, tous les indicateurs sont au rouge. C'est aussi clair que la lutte armée n'a pas payé. Elle est très coûteuse. Maintenant, entre-temps, il y a des luttes qu'on n'a pas faites, on n'a pas organisées. On n'a pas fait les luttes économiques. Et on a des exemples des communautés dans le monde qui sont des communautés à succès après de longues années de lutte sur les fronts intellectuels et économiques. La question est-ce qu'elle ne s'oriente pas là-bas? Est-ce qu'on ne forme pas des grands entrepreneurs nationalistes, des grands hommes d'affaires nationalistes, des riches nationalistes qui ont la cause nationale dans leur âme et qui soutiennent la lutte politique? En réalité, vous êtes au carrefour de la méthodologie de la poursuite aujourd'hui. C'est ça le débat que moi je voudrais poser. D'accord. Et parmi vous, il y en a qui vous suivent sur cette réflexion-là? Oui, il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent et ils ne sont pas les moins nombreux. Maintenant, l'autre question derrière, c'est est-ce que Mais il faut donc élaborer cela. Absolument. On ne forme pas des entrepreneurs en une seconde. Bien sûr. Mais on dit il faut même commencer à organiser même l'immigration. Il faut avoir des gens. Il y a plus de juifs, plus de sionistes en Amérique qu'en Israël. Et peut-être parfois cela pèse plus que ceux qui sont en Israël. On doit organiser la lutte sur tous les points de la terre. C'est ma conviction. Partout elle est organisable et utiliser de plus en plus, considérer les armes intellectuelles, spirituelles et économiques qui influencent énormément, parfois involontairement, les armes et les fronts politiques. D'accord. C'était donc certainement le dernier mot qu'on va dire pour ce départ d'Anissé Kané. Venons-en à vous ou à l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Je l'ai dit plus haut, vous avez été candidat, vous avez postulé à la candidature pour l'élection présidentielle dernière. Malheureusement, des problèmes internes n'ont pas favorisé votre candidature. Où en êtes-vous aujourd'hui avec l'UPC? Ou en d'autres termes, est-ce que ces débats de fragmentation, est-ce que ces bagarres internes restent-elles silencieuses ou se poursuivent-elles? Ce que je peux vous dire qu'au stade actuel de la lutte, pour venir à bout de cela, les syndicalistes de gauche se sont réunis avec les reliques biologiques des martyrs. Ils nous ont proposé un projet de comité de direction provisoire qui puisse nous amener aux prochaines élections législatives et communales autour des listes consensuelles. La plupart des chefs de tendance avec leurs collaborateurs ont accepté ça. C'est la raison pour laquelle je suis même à Douala, on a une réunion demain pour voir comment on peut aller aux élections législatives d'une seule voix. À court terme, on veut se battre pour rentrer dans les institutions et continuer la lutte là-bas à l'intérieur des institutions, en dehors de la lutte extra-institutionnelle. Vous voulez rentrer dans les institutions, ça veut dire qu'au sortir des élections législatives, si le gouvernement Paul Biya
vous demande de le retrouver dans une formation de large consensus, vous y serez? Ce n'est pas ça que j'ai dit. D'accord. Mais j'ai répondu à cette question avant la campagne. J'avais dit qu'il faut être très clair. Les EPCistes de fond, dont j'espère être, nous, on ne cherche pas le positionnement personnel. Mais on peut servir notre pays si notre présence peut servir à la paix, au consensus et à la refondation du pays. Ce n'est pas pour jouir et manger. Est-ce que ce n'est pas un simple jeu de mots? Non. Ce n'est pas un On entre dans le gouvernement, c'est pas pour nous, c'est pour changer le pays. C'est pourquoi quand on le fait, il y a un projet sur la table. Vous êtes d'accord avec le projet, on entre. Vous n'êtes pas d'accord, on n'entre pas. Les Augustin Frédéric Kodok avait-il, par exemple, je prends cette branche, était-il dans la même mouvance, dans la même approche? Pour vous répondre, on connaît ça. Mais on a une réponse à ça. On dit, il ne faut pas suivre les gens seulement sur ce qui sort de leur bouche. Bien sûr. Il faut regarder le comportement des gens. OK? Et sur la durée, lorsque vous me regardez mon parcours, le parcours de Baebek, sur 10, 15, 20 ans, est-ce que je ressemble à quelqu'un que vous allez flatter avec la nourriture? Je vais mettre la nourriture où tout le monde, les gens, 90% des Camerounais de mon âge ont un ventre. Je n'ai pas de ventre, je veux mettre la nourriture où? Je vais mettre vos pétrus. Ressemblez-vous à quelqu'un qui peut entrer dans le gouvernement? Je ressemble... non. Vous n'entrez pas. Dans vos conditions, je n'entrerai jamais. Il faut être très clair. Si c'est parce que je veux nourrir, non, et puis la seule institution n'est pas là. L'Assemblée est une tribune. Bien sûr. OK? Bon, voilà. Et rien que ça nous suffit. Dans une tribune, on va continuer à ronger ce qu'on peut ronger là-bas, petit, hein, pour le pays, bien sûr. Nous, on travaille pour le pays. Ce n'est pas parce que ce que les autres veulent manger, là, ce n'est pas parce que ceux qui ne mangent pas, quand on les observe bien, la nourriture les gâte même. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont tous fous avec cet argent-là. Ils ont l'argent et ils gaspillent dans la nourriture qu'ils mangent mal, ils mangent mal. C'est pourquoi ils sont comme ils sont. Donc, pour bien manger, l'essentiel n'est pas tant la nourriture. C'est l'humilité, la modestie et le savoir. Prof, chacun y va de sa réponse. Mais fondamentalement, pour vous, quelle est la question réelle qui divise les EPCistes? Quel est ce problème que vous traînez depuis la mort de Oum et de tous les pères fondateurs qui ne réussissent pas à vous faire asseoir toutes tendances confondues sur une table et vous dire ça va, ça suffit, cette fois on se remet en famille et on y va tout de go dans la lutte? Quel est le problème fondamental de l'UPC? L'infiltration. L'infiltration. C'est ça le problème fondamental. C'est-à-dire qu'on a de nombreux faux UPCistes. Et c'est eux qui pourrissent la vie. OK. Maintenant, est-ce qu'ils ne seront pas là? Ils seront là. Nous, on apprend à vivre avec eux. On apprend à faire les choses avec leur présence. Et on apprend quand même à les distinguer lorsqu'il faut les distinguer des autres. Et on apprend à faire émerger des personnalités individuelles fortes qui sont capables de s'exprimer en solo, sans le parti. D'accord. Et on espère que par là va s'en sortir, qu'en même temps le néocolonialisme est en train de s'épuiser, le néocolonialisme va prendre un coup avec l'AES, avec les BRICS. Parce qu'il y a des changements dans le monde qui ne dépendent pas de nous. Donc nous pouvons tirer les barons du feu. Absolument. Voilà. Parlons des élections régionales qui ont eu lieu le 30 novembre dernier à travers le pays, une élection indirecte, comme vous le savez. On essaie de faire le point avec Inès Pangan à Yaoundé. Ce sont
25 252 électeurs qui ont répondu à l'appel des urnes ce 30 novembre 2025 sur l'ensemble du territoire national. D'une part, 9 677 conseillers municipaux et 15 575 chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième décret, pour un total de 207 bureaux de vote. Une journée des élections régionales qui se déroulent dans le calme et la sécurité selon l'autorité administrative. Après 2 semaines de campagne électorale jugée satisfaisante, le vote des conseils régionaux s'est déroulé sans incident sur l'ensemble du territoire national en dépit des défis sécuritaires dans certaines régions. Le dépouillement des bulletins de vote et la proclamation des résultats se feront selon les dispositions du code électoral. Le scrutin indirect. Les 58 départements font office de circonscription électorale. Et immédiatement procéder au dépouillement des suffrages conformément à la loi. Les procès-verbaux des commissions locales de vote seront transmis aux commissions régionales de supervision qui proclament les résultats des élections des conseils régionaux dans la région concernée dans un délai maximal de 72 heures à compter de la clôture du scrutin. Dans le département du Mfundi, les bureaux de vote sont logés à l'école publique bilingue de Bastos pour les conseillers régionaux et au lycée technique Charles Atangana pour les chefs traditionnels. Les partis politiques RDPC et BRIC s'affrontent ici. Dans le département de Mfundi, nous avons 2 partis politiques, notamment le RDPC et le BRIC pour les délégués de département pour 268 électeurs. Et pour les chefs traditionnels, nous avons une seule unité en compétition pour 167 électeurs. 2 partis politiques, donc il n'y a pas de bousculade. Et comme c'est un scrutin indirect, les voteurs se connaissent. Il est à noter que les élections régionales de 2025, deuxième de l'histoire du Cameroun, arrivent après celle de 2020 et se tiennent 1 mois et demi après le scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Il faut savoir que les résultats sont en train d'être promulgués par circonscription électorale et le Conseil constitutionnel procédera à la lecture, à la proclamation définitive mercredi de la semaine prochaine. Professeur Jean Baïbek, avec la tenue de ces élections, on va le voir tout à l'heure, l'adoption d'un nouveau budget pour 2026, on a le sentiment que la vie reprend son cours normal, l'élection présidentielle est derrière nous, la proclamation a été faite, mais Issa Tirouma, le deuxième, selon le Conseil constitutionnel à cette élection présidentielle, n'est pas au Cameroun, il est en exil. Le président Biya, évidemment, est au pouvoir. Pour vous, quelle leçon tirez-vous de cette crise post-électorale? Les villes montent par endroits, on a connu une période assez difficile de casse, de manifestations, avec plus d'une trentaine de morts, selon les résultats, du moins les sources officielles. Quel est le diagnostic qu'on peut faire de cette crise post-électorale? Pour nous, le diagnostic, c'est la crise interne de l'ojolatisme, c'est-à-dire le système historico-politique qui a pollué et torpillé l'indépendance du Cameroun. C'est eux qui se déchirent. Et l'autre lecture, c'est que je n'ai pas une lecture de ça, j'ai une appréhension, une peur. J'ai peur que la crise se prolonge. Parce que Podol avait même prévu ça, que la déchirure viendra d'abord là-bas, entre eux, les ojolatistes. Et on a déjà vu ça. C'est-à-dire ce qui se passe là. Tiroma est précisément dans un pays où ce qui semble vouloir faire, si est fait, c'est-à-dire c'est un pays où celui qui est au pouvoir aujourd'hui avait gagné les élections. Ça lui a été arraché. Il s'est réfugié dans un autre pays. Il a formé un gouvernement. Et celui-ci a fini par craquer et s'enfuir. Il est quelque part à côté de nous, dans notre pays. C'est justement dans ce pays que
ITB se trouve. L'histoire ne se répète pas comme ça. Je peux pas, ne se répète pas comme ça. Et puis je ne peux pas espérer ça, parce que je ne peux pas espérer beaucoup de lui. Je crois que ce soit lui, que ce soit celui-ci, la différence ne sera pas significative. Lui et Satiroma? Oui, je ne crois pas que la différence... C'était l'un des trucs avec Njokam. La discussion, ça a chauffé avec Njokam et moi, que tu crois que celui-ci, que ITB là va être différent. Lui croyait dur comme faire, j'avais beaucoup de doutes. Pour moi, c'était après bonnet, blanc, bonnet. Parce qu'ils ont la même source, le même parcours. C'était la peste et le choléra. Comme ça que je les avais caricaturés. Je ne suis pas sûr que ça va se passer comme ça. Mais ce dont j'ai peur, c'est le risque de l'enlisement et de l'aggravation de la crise qui peut devenir du feu. Quels sont vos facteurs d'analyse qui vous font craindre une telle hypothèse? Les facteurs d'analyse, que dans son exil, il a les soutiens internationaux importants, significatifs. D'accord? Celui qui est dedans, lui, il a des soutiens aussi. Mais ils ne sont pas francs, à part ces turiféraires. Les turiféraires là, qui lui disent n'importe quoi, du matin au soir, et pire, qui font des fautes graves. D'accord? Qui compliquent la situation. Vous venez lui ajouter le décès d'Anissé. Pourquoi? Parce que si, au moment d'arrêter Anissé, vous preniez l'extracteur d'oxygène, ou bien, quand on a demandé, vous l'amenez, ou bien, vous lui donnez un extracteur d'oxygène neuf, ou bien, quand il allait mal, vous demandez au pneumologue de venir le voir au réanimateur, demandez à un monsieur comme Djemea au CHQ, est-ce que tu peux prendre ce monsieur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Djemea vous aurait dit, on lui donne un extracteur neuf, mais entre-temps, je le requinque d'abord avec un respirateur. Je peux vous dire ça, ce n'est pas mon métier à médecine, mais je suis un médecin qui a un certain âge, qui est resté dans le métier. Comme je vous parle là, j'ai opéré hier. Et donc, je peux dire certaines choses. La mort, simplement, n'allait pas arriver. Et deuxièmement, si elle arrivait, on n'allait pas vous accuser. Ce serait ce que je l'appelle la bonne mort. OK? Donc, les gens qui prétendent soutenir Biya, mais qui empoisonnent son dossier, le dossier, qui lui ajoute des problèmes qu'il ne peut pas résoudre. J'espère pour lui qu'il va prendre les distances, il va demander qu'on les laisse juger. Si la famille et la famille politique, la famille biologique ont le courage de porter plainte, et je pense qu'il faut le faire. Il faut porter plainte, ouvrir l'affaire, qu'on débatte. Hein? Ce que l'on peut dire au président Biya, remarque que tes gens t'ont dit que tu as gagné avec 54%. Ça veut dire que tu as perdu pour 46%. Appelle ton type, qui est ton ancien acolyte. Oui, appelle-le. Fais-lui le compromis. Envoie Sadi lui parler comme tu avais envoyé ça. C'est pas Biya qui a envoyé Sadi chercher Bello. Et il me revient que Sadi a été à Kano 2 fois. Qu'il envoie les gens chercher Chiroma. Qu'il fasse des compromis avec Chiroma. Que Chiroma aussi reçoive, qu'il pose ses conditions. Qu'il lui propose une structure du gouvernement. Des contreparties, qu'on coupe la poire en deux pour qu'on traverse cette période difficile, en sachant que le vrai Cameroun sera refondé par des gens qui croient à l'intérêt national et qui seront structurés par des gens, plutôt que par des gens qui luttent pour des intérêts personnels. Parce que la lutte des deux, chacun lutte pour lui-même son petit alentour. Et quels sont les défis majeurs qui attendent dans notre pays, selon cette grille de lecture? Le premier défi majeur est de survivre. Comment cela, on va tous mourir, sinon?
on va trop souffrir. Et ça a commencé, on souffre beaucoup. On souffre beaucoup. L'État ne paye pas sa dette intérieure. Les PME sont hyper endettés. Et quand les PME sont endettés, c'est le peuple qui souffre. Parce que c'est le peuple qui travaille dans les PME. On ne paye pas les salaires des PME. Si on ne paye pas les salaires, le peuple ne vit pas. Et donc, le défi, c'est de traverser cette période. Pour la traverser, comme je disais à mes ouvriers, je suis en train d'agrandir mon cabinet, je leur dis, j'en veux pas l'argent pour les payer, c'est la fin de semaine. Je leur dis que, moi, je peux vous payer la semaine prochaine. Parce que j'ai des rendez-vous. Bon, je peux opérer, vous payer. Nous devons faire comme ça. Nous ne devons pas attendre Biya ou Chiroma pour venir établir la confiance entre nous. Il faut qu'entre nous, on doit survivre. Moi, je vous donne ma parole. J'essaie de la respecter. Vous me faites le bon travail. On a le travail, le cabinet marche. On a les malades, ils nous donnent un peu d'argent et je vous paye. Si moi, on me paye, je m'en vais manger ça, je ne vous donne pas. Ou bien vous me serrez pour que je vous paye, vous ne voulez pas travailler. Si je ne vous paye pas, le cabinet n'avance pas, on n'a pas l'argent. Nous tous, on va mourir. Ne croyons pas que c'est Biya ou Chiroma qui viendront changer toute notre vie. Et Abraham Lincoln enseigne bien ça. Il dit que l'homme n'a eu besoin de l'État dans son parcours historique de l'humanité. L'homme a eu besoin de l'État au moment de résoudre des problèmes que ni lui, personnellement, ni la communauté ne pouvaient résoudre. C'est là l'intérêt fondamental de l'État. Okay? Résolvons ce que nous pouvons résoudre ensemble par l'honnêteté, la communication et la patience et la réflexion. Réfléchissons pour résoudre nos problèmes. Soyons honnêtes dans ce que nous faisons et communiquons. Quand je suis en difficulté, je te dis. Quand tu as en difficulté, tu me dis. On a dit qu'on va partager la bouteille si aujourd'hui. On peut la partager demain. Bien, on a dit que je te donne la moitié. Ce n'est plus moitié. Tu acceptes un tiers, moi j'accepte deux tiers. Peut-être parce qu'on a vu que je suis plus déshydraté que toi. D'accord? Il y a un minimum. Nous pouvons survivre. Mais il faut cela. Et il n'y a pas, ce n'est pas Biya qui viendra résoudre ça. Mais dire là que parce qu'on a fait l'élection régionale qui est légitime pour au moins la moitié, c'est-à-dire que les 15 000 conseillers municipaux qui vont voter, leur mandat est fini depuis, ils sont en prolongation. Donc, les conseillers médicaux illégitimes vont voter les conseillers régionaux, ils seront légitimes. Bon, si les gens sont illégitimes, ils vont arrêter de piller le pays. Parce que c'est ça. Comment on va arrêter le pillage du pays? Et si on pille le pays, comment on va faire pour que l'État ait de l'argent pour payer les... Quand l'État a fini d'investir dans la guerre, encore qu'on détourne l'argent de l'État sous prétexte de la guerre, quand il a fini de payer les salaires, est-ce que cet État peut encore payer les PME pour qu'on survive? Quels sont donc les leviers à activer pour nous éviter non seulement cette crise politique que vous semblez entrevoir, mais surtout la crise sociale qui pourra en découler? On verra, l'avenir se fait en marchant. Si déjà on est solidaire, si on se respecte, si on est honnête, si on est patient, si on se comprend, on peut faire fonctionner nos petites PME, nos petites boutiques. Et quand vous regardez ce gouvernement dans les yeux, vous pensez que ces critères ils sont dans l'auteur? Tout ne dépend pas d'eux. Il y a très peu qui dépendent d'eux. C'est-à-dire que quand vous, une élite comme vous, vous avez acheté le taxi, vous avez donné au taximan. Ça, à part quelques impôts, la patente et tout ça, ça vous pouvez régler ça. Maintenant, bien gérer votre taxi là, pour avoir 2 chauffeurs taxi qui sont honnêtes, qui s'échangent la voiture, ça dépend de votre petite communauté. Tout ne dépend pas des États. Des problèmes comme l'eau. Ici à Douala, moi j'ai grandi avec le puits. On allait à la fontaine pour puiser uniquement l'eau à boire. On creusait le puits, on avait l'eau. L'électricité, il y a les plaques solaires, il y avait les lampes tempêtes. Il faut savoir traverser la période difficile.
et rebâtir l'avenir, un avenir prospère. Je vous suggère qu'on aille à l'Assemblée nationale. La fin de la session du mois de novembre a donc été faite, aussi bien au Sénat, par le vice-président de la chambre haute, et à la chambre basse, c'est le président Kava Yegué Djibril qui a présidé la séance de clôture. Suivez plutôt. Dans un contexte marqué par une crise post-électorale tendue, le président de l'Assemblée nationale interpelle les élus de la nation. Kava Yegué Djibril leur recommande d'être des ambassadeurs de la paix une fois retournés dans leurs circonscriptions respectives pour un retour définitif au calme. Au lendemain de la dernière élection présidentielle, notre pays a été secoué par des tensions post-électorales qui ont mis en rude épreuve la cohésion nationale. J'en appelle à votre implication personnelle pour que le Cameroun retrouve son calme d'antan. Ceci est un impératif afin que nous remettions notre pays sur les rails de son développement et de sa marche vers l'émergence. Dans le bilan de la session, l'on note la séance solennelle de prestation de serment du président de la République, l'examen des 7 projets de loi, dont celui portant budget de l'État pour l'exercice 2026, lequel budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 8 816 milliards de francs CFA. La Chambre basse a également accueilli plusieurs rencontres avec les organisations et institutions, notamment une session de dialogue Parlement-gouvernement sur la gouvernance foncière, initiative du réseau des parlementaires pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, qui a permis de faire le point de l'état d'avancement du projet de réforme foncière au Cameroun. Avant de terminer en 2-3 minutes et quelques questions encore, cette émission, je suggère qu'on prenne cet autre reportage. Il s'agit, vous le savez certainement, du mois de lutte contre le sida, généralement début du mois de janvier. Les stratégies se déploient et les idées se développent. Cette fois-ci, le gouvernement à Yaoundé a fait la situation de cette maladie au Cameroun. Suivez plutôt. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent toujours les principales victimes de la pandémie à VIH-Sida. En 2024, plus de 67 000 jeunes de cette tranche d'âge vivent avec le VIH et 31% de nouvelles infections en 2023 concernent cette cible. Les filles sont 6 fois plus touchées que les garçons. Les ados jeunes représentent environ 30% du poids de l'ensemble des nouvelles infections au VIH enregistrées au Cameroun durant l'année 2024. Les défis de la lutte contre cette pathologie concernent donc ce cœur de cible et les enfants. Parmi ceux-ci figure l'élimination du VIH pédiatrique via la prévention verticale, le renforcement de la prise en charge pédiatrique à travers l'identification de tous les enfants exposés au VIH non diagnostiqués et enfin la réduction de la propagation du virus dans les groupes à haut risque, notamment les adolescents et les populations clés. Les défis majeurs de la lutte incluent la persistance de l'épidémie, les difficultés d'accès aux soins pour certaines populations cibles et les problèmes d'observance du traitement. Voilà donc, professeur, on entame la dernière ligne droite. S'il y a 2 ou 3 leçons à tirer de cette période, cette année, mais qui est en fait la fin d'un cycle de 7 ans, et surtout les orientations à donner pour la nouvelle mandature, les 7 prochaines années à la jeunesse, surtout la jeunesse qui nous regarde, qui semble se dire elle est désespérée de ces politiques, qui regarde l'impact
davantage rendre la vie pénible aux Camerounais, la vie sociale, la vie économique, ce seront lesquels? Bon, ce qu'on va dire à la jeunesse, c'est que, oui, l'État tel qu'il est là, c'est-à-dire ce gouvernement et ses démembrements, ont prouvé qu'on ne peut pas trop compter sur eux. Avant de compter sur eux, la jeunesse doit d'abord compter sur elle-même. Il y a un minimum de choses à faire soi-même. Des choses comme le VIH là. C'est d'abord la discipline sexuelle. Qui consiste à savoir que entre 15 et 24 ans, là, on dit que vous avez contracté plus de sida que tout le monde. Vous ne pouvez pas attendre. Il faut que les parents, il faut leur apprendre à la jeunesse à patienter. Vous pouvez mettre la sexualité entre parenthèses. Il y a des méthodes pour ça. Investissez-vous dans le sport. Investissez-vous dans les études. Quand tu as investi dans les études, quand tu es dans les études, c'est-à-dire à 16 ans, tu es en seconde A ou seconde C ou seconde technique. Entre tes études, entre le sport, le ménage à la maison, tu as encore le temps de la sexualité. Tu n'as plus. Et c'est ça qui prépare ton avenir. Je l'ai mis dans le livre qu'on a appelé le Hambourg. C'est quoi? Comment préparer son avenir? À mon avis, jusqu'à 24 ans, on prépare son avenir. On peut éviter la sexualité. Elle doit être tabou, éviter. Si on est obligé d'y accéder, parce qu'on ne connaît pas la vie de chacun, plus ou moins, se protéger et protéger les autres. Voilà. Mais le VIH est un problème majeur entre 10 et 24 ans. Vous voulez que c'est ça, Chiroma Paul Biya, qui viennent faire quoi? Pourquoi vous les attendez? Ça, vous attrapez ça parce que vous sortez. Vous êtes pressé de jouir du sexe. Première chose, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est quand vous voulez aller jouir, vous êtes imprudent. Vous ne vous protégez pas. Ça, prenez ça pour vous-même. Laissez Chiroma Biya se battre avec Kamto. Mais vous, faites d'abord pour vous. Bon. Maintenant, au-delà de 24 ans, on va dire 24-35 ans. C'est la jeunesse. Tu cherches un emploi. S'il n'y a pas d'emploi, tu développes une activité autonome. Le temps de la maturer. Pendant que tu la matures, tu as déjà suffisamment, mais tu la matures. Et puis, tu prends donc une autre jeune femme et vous vous mettez en commun, vous deux. Tout ne dépend pas. C'est faux de penser que tout dépend du président, du gouvernement, des parents ou de la communauté. Non. Faites déjà ce que vous devez faire. On dit 24 ans, il faut donc faire le sport pour être en bonne santé. Il faut donc avoir des couples cohérents. Ou non seulement vous vous aimez, mais vous êtes des amis, vous discutez vos projets et vous les faites ensemble. Vous êtes deux. Vous verrez que au moins la moitié va s'en sortir. Et vous verrez même que c'est mieux que pour beaucoup, ça va être mieux que le travail. Vous commencez une petite affaire là, ça devient une grosse affaire. Et vous devenez même riche. D'accord? Donc pour moi, il n'est pas question de dire à la jeunesse qu'il faut se décourager ou bien dire qu'il faut prendre la route du désert et de la mer parce que le paradis de l'autre côté, ce n'est pas ça. Il faut dire qu'on doit bâtir notre paradis ici et que ça demande une transformation personnelle vers l'investissement de soi-même. Beaucoup s'en sortiront comme ça. Ceux qui ne s'en sortiront pas complètement comme ça vont s'en sortir pour une grande part. Pourquoi? Parce que le Cameroun est naturellement riche d'opportunités. Peu importe, même avec un mauvais gouvernement, il y a les opportunités. Le gouvernement est mauvais, d'accord.
mais la terre est fertile. Vous savez qu'il y a des pays où le gouvernement est mauvais, même la terre est désertique. Vous reprenez un peu la thèse de John Fitzgerald Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays fait pour vous, mais demandez-vous ce que vous faites. Pour vous-même. Kennedy, lui, dit ce que vous faites pour votre pays. Moi, je ne donnez pas à ce pays-là. Donnez à vous-même. Merci, professeur. Merci infiniment, Jean Baïbek, d'être venu analyser l'actualité récente dans cette émission. Et merci pour cette amitié que vous nous renouvelez sans cesse. Vous partez souvent de Yaoundé, toujours de Yaoundé d'ailleurs, pour honorer ce rendez-vous. Donc, on a parlé de l'héritage grandiose d'Anissé Ikané, de votre parti, du PC, du Cameroun et de l'avenir de notre pays. Merci infiniment et bon retour sur Yaoundé. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous à la maison d'avoir regardé Face à l'actu. Je l'ai dit, on était avec le professeur Jean Baïbek, vous le savez, enseignant, médecin, professeur également, homme politique. C'était pour un retour de l'actualité nationale. Bonsoir, demain c'est lundi, je vous souhaite d'avance un excellent début de semaine. À dimanche prochain.